Bon début de semaine à tous, Madame, Messieurs. Merci de suivre Kiosque. Nous sommes aujourd'hui lundi 28 novembre 2022. L'actualité en République démocratique du Congo est dominée par la publication par la Commission électorale nationale indépendante du calendrier électoral. Des réactions fusent de partout, réalistes ou pas. Analyse et commentaires, c'est dans Kiosque. Autre sujet d'actualité. C'est le troisième round du processus de Nairobi, les négociations avec les groupes armés qui participent, 47 au total, la société civile, les chefs coutumiers, ils sont tous au Kenya, au Nairobi pour le troisième round des pourparlers. La République démocratique du Congo est représentée par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Quelles sont les attentes par rapport au retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo? Analyse et commentaires, c'est donc autre sujet, c'est la mise en place dans la territoriale. Quel message lance le chef d'État à travers cette mise en place en ce moment? Analyse et commentaires, c'est dans Kiosque. J'ai deux invités. Il y a Marc Gardi-Diana et Walter Couille. Bonjour Walter. Bonjour Madame Gisèle et bonjour à Mike Gardi que j'ai vu il y a beaucoup de temps. Merci beaucoup pour l'invitation. La semaine commence bien déjà? Elle commence bien sur le plan physique, mais sur le plan politique, elle ne commence pas bien. Au regard de tout ce qui s'est passé au courant de la semaine dernière, s'agissant principalement de l'organisation de tout ce qui a comme l'ordre qui devrait revenir dans la façon de pratiquer le journalisme en République démocratique du Congo. Je parle ici du CESAC et la constitution de son nouveau bureau. Je suis déçu, je regrette beaucoup que les choses ne se soient pas passées selon les règles de l'art. Donc il faudra rappeler d'abord que ce bureau définitif a été installé sans qu'il n'y ait vote du règlement intérieur. Alors que le vote du règlement intérieur et sa conformité à la Constitution devrait être le premier palier avant d'aboutir à l'élection de membres du bureau. C'est le cas au Sénat, à l'Assemblée nationale et même dans les assemblées provinciales. Quand arrive un nouveau bureau avec les nouveaux enjeux, avec l'évolution technologique, on s'assoit, on évalue d'abord ce qu'il y a et puis on amende ou on propose un autre projet, un nouveau règlement qui permettra à ce que l'organe puisse bien fonctionner. Mais ça n'a pas été le cas. Les gens sont allés vite. Tout a commencé d'abord avant même que l'on lise les noms des gens qui ont été investis sur ordonnance présidentielle. Il y a eu des réunions d'un groupe de gens, à peu près 7 à 8 personnes, qui se réunissaient déjà avant même que l'ordonnance ne soit lue à la télévision nationale congolaise. La deuxième étape, c'est quand on arrive à l'Assemblée nationale. Il y a un groupe qui ne sait pas qu'il fallait envoyer les CV. On a informé à quelques-uns que envoyez vos CV, à d'autres, on n'a pas communiqué. Qu'est-ce qui arrive? On lit les CV d'un groupe de personnes et pour les autres, entre autres Serge Kabongo, Mimi Ngumba et les 4 qui sont en mission, on ne sait pas ils ont quel parcours. Serge Kabongo et Madame Mimi et les 4 autres posent la question au Sénat quand ils reçoivent l'invitation de Bahati, est-ce qu'il faut qu'on vous envoie nos CV comme c'était le cas à l'Assemblée nationale pour lecture? Ils disent non, ici ça ne sera pas fait. Mais quand ils arrivent dans la salle, on reprend la même, je ne dirais pas bêtise, mais la même forfaiture que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. On lit les CV des autres, bien que nos autres confrères ont rapidement envoyé leur CV, mais qui était presque incomplet. Et puis, ces gens-là quittent, ils disent que nous organisons une réunion. Ils quittent le Sénat pour tenir une réunion, ils se retrouvent au siège du CESAC. Avant même la réunion, ils menacent le bureau sortant de faire la remise et reprise dans l'immédiat. Tito Ndombi, l'aîné, nous leur dit que non, je ne suis pas là pour m'éterniser, on doit faire la remise et reprise absolument, mais attendons que ceux qui sont en mission de service regagnent la capitale parce que ils sont parmi les gens qui ont été reconduits, ils sont 4. Mais ce groupe-là refuse et ils commencent à faire leur réunion. Dans cette réunion, les journalistes sont là. Quand ils comprennent que tout risque d'être filmé, on demande aux journalistes de quitter. Les journalistes quittent.
C'est alors qu'intervient la fameuse motion. Je ne sais pas c'est quel type de motion. Tout était boutiqué auparavant et on passe par... Bon, l'ancien règlement disait que c'est soit par vote, soit par consensus. Eux optent pour le consensus. Molisson, qui était président, dit qu'il cède la présidence à Christian et lui prend le poste de rapporteur. Ça s'est un peu passé dans cette ambiance dégoûtante, nauséabonde. Et je regrette que tout ceci se passe pendant que l'UDPS est au pouvoir. C'est ce qui me dégoûte, c'est ce qui m'attriste parce que je me rappelle quand j'étais étudiant, nous avons vécu ça, nous avons combattu ça plutôt sous le président Joseph Kabila, parce qu'à l'époque, quand nous étions étudiants, pour se faire élire CP, il fallait avoir des nerfs solides pour se battre, parce que on voulait que ça soit des militants du PPRD qui passent comme chef de promotion, délégué facultaire. Et quand vous dépassez l'étape de délégué facultaire, on enlevait les gens, on vous amène quelque part pour vous imposer un candidat coordonnateur des étudiants. Alors, cette façon de mettre au pas les institutions, les organisations privées comme publiques, ne permet pas à ce que notre société puisse, la démocratie au sein de notre société puisse respirer. Je suis triste de constater que ça se passe pendant que non, vous dénoncez la précipitation dans le vote et vous voulez dire aussi que tout a été au-delà préparé. Ce que je dénonce, c'est la précipitation entretenue par des gens stipendiés, par des zélotes que tout le monde sait, ils sont au service de qui? Tout le monde sait. Et c'est triste que des aînés à qui nous avons beaucoup de respecter soient trop friands de l'argent et se vendent à vil prix, alors que c'est pas ce que la nation ou la profession attend d'eux. Je suis triste d'être dur envers eux, mais ils ont manifesté un comportement stipendié, un comportement qui n'honore pas leur âge, leur expérience dans la profession et aucune dignité dans ce qu'ils ont posé comme acte. Et malheureusement, on ne peut plus faire marche en arrière, hein, Walter. J'ai encouragé certains de saisir le Conseil d'État parce que ça ne pouvait pas se faire comme ça. Il y a des gens qui sont en mission de service. Et qu'adviendrait-il? Le risque est le suivant. Quand vous avez déjà un bureau définitif, vous revenez maintenant à faire le règlement intérieur, ça ne va pas marcher. Le risque est de voir le président s'accaparer de toutes les prérogatives, comme c'est dans le cas dans toutes les ASBEL, ONG où le président c'est le tout-puissant. Non, ça ne devrait pas être le cas. On devrait d'abord voter le règlement intérieur de cet organe, du CESAC, avant de passer au vote. Pour tous les restes, ça devrait aller naturellement. Mais il y a eu pression sur des gens qui ont un comportement stipendié, des vendus à la limite, qui ont fait ce qu'ils ont fait et qui n'honorent pas la profession. Et je crois que nous avons encore plusieurs années devant nous pour que ce pays, nos organisations, que ce soit publiques ou privées, respirent la démocratie que tout le monde déplore. Le risque, c'est que l'on tombe à une société avec un comportement de plutocrate, ce que je regrette. Merci Walter. Puis alors Margaridi, est-ce que vous également, vous avez commencé votre semaine tristement, comme Walter, avec cette affaire de vote au niveau du CESAC? Tristement, peut-être oui, mais pas forcément pour la même raison. La raison d'être triste en tant que Congolais, ça reste la situation très préoccupante à l'Est de la République. Cependant, sur ce qu'évoque Walter Kouy, il faut dire quand même vrai, on s'est rendu compte de la précipitation qu'il y avait dans la désignation. On n'a même pas laissé le temps à ces bureaux d'âge de pouvoir organiser les choses comme il se devait et permettre à ce que ces sacs-là puissent se mettre dans le travail dans les très bonnes conditions. Je ne reviendrai pas sur les éléments évoqués par Walter, mais tout simplement c'est que, puisque je m'accroche à la dernière phrase, je suis de ceux qui estiment que le mal reste mal même quand c'est tout le monde qui le fait, mais maintenant puisqu'on est dans une approche où, quoi que nous fassions maintenant, on ne saura pas remettre la machine en arrière, c'est demander aux amis qui sont là-bas. Je crois que s'ils ne sont pas à même de pouvoir trouver de repères, s'ils regardent dans le rapport des états généraux de médias et de la presse, ils auront quelques éléments qui peuvent servir de boussole pour pouvoir faire le travail. Ce que nous, on attend. Individuellement, je crois qu'il y a des compétences, il y a des amis sur qui on peut compter.
notamment Christian, c'est un garçon intelligent que nous connaissons tous, au-delà de ce qu'on peut qualifier dans la procédure. Il y a Serge Kabongo qu'on connaît, il y a qui d'autre? Il y a Oscar Mbala que je connais. L'essentiel maintenant, c'est de pouvoir nous faire un travail. Ces métiers ici sont en train de mourir parce que justement, la police de médias que le CESAC a cessé de fonctionner. Et finalement, c'est devenu un vaste marché où il n'y a ni sanction, ni organisation, et qu'on attend d'eux de pouvoir assainir ces secteurs-là. Moi, je ne veux pas ici taper sur leurs mains, mais je vais leur demander, maintenant là, le monde vous regarde. On a longtemps décrié les aînés qui, malheureusement, faisaient pas bien le travail ou qui étaient trop léthargiques. On a mis du sang neuf au niveau du CESAC, oublié les erreurs qui se sont déroulées pendant le processus de vote. Maintenant, prouvez-nous que on n'a pas tort de pouvoir croire aux individualités qu'il y a là-bas. Parce qu'en tant qu'équipe, sur le plan procédural, nous savons tous, on ne va pas se cacher. On a senti qu'il y avait une implication politique derrière. Mais maintenant, dans les individualités, qu'ils nous prouvent que finalement on n'a pas tort et qu'on avait raison de croire en eux et qu'ils fassent le travail. Et c'est tout ce que nous, on attend d'eux. S'ils ne le font pas, alors c'est pas pour eux seulement qu'ils le feront, pour nous tous, nous autres. On est venu aujourd'hui, on veut faire les choses différemment. On a critiqué, on a été, en tout cas permet de le dire, notre génération, cette génération ici, a été très critique envers la génération précédente. Maintenant, c'est à nous de pouvoir prouver à suffisance que nous, on a appris de leurs erreurs pour faire mieux que ce qu'eux ont fait. Et je crois que c'est à ce niveau-là qu'on les attend. Et j'espère qu'ils en ont conscience, ils ne vont pas tomber dans l'euphorie du pouvoir. Voilà, espérons qu'ils vont faire mieux que les générations précédentes, comme tu viens de le dire. Alors, puisque nous parlons de vote, restons avec le processus électoral. Le calendrier électoral a été publié le week-end par la Commission électorale nationale indépendante. Quelles sont vos impressions? Merci pour la question. Je crois que mes impressions sur le calendrier électoral, pour moi, qui suis de près la question du processus électoral, ça ne m'étonne pas. La feuille de route avait déjà établi ce chronogramme-là. On savait à quel degré la CENI avait présenté l'évolution, encore le programme de ces scrutins. Le seul bémol jusqu'à aujourd'hui qui donne assez d'arguments, notamment aux politiques et aux observateurs, c'est la maladie, ce sempiternel problème de l'élection, c'est-à-dire la crédibilité du processus avant la crédibilité du vote. Aujourd'hui, les gens reviennent sur la question d'Eni Kadima, les gens s'accrochent sur est-il légitime ou pas, les gens reviennent sur ces débats-là, mais la crainte dans ces débats, c'est qu'on finisse par détruire ses propres chances. Je rappelle aux partis politiques maintenant, et qu'en décembre, il y aura le processus d'enrôlement. S'il faut faire la part des choses, je vais utiliser les expressions économiques. Il ne faut pas confondre le problème structurel et le problème conjoncturel. L'enrôlement, la sensibilisation à l'enrôlement est un travail que nous devons faire tous. Pourquoi? Parce que il y a des contraintes d'ordre légo-technique. Par exemple, pour ceux qui estiment qu'il y a un problème dans la composition du bureau. Ce sont des choses où, avec les négociations, ça peut évoluer dans les jours à venir. Mais on ne reviendra pas une deuxième fois pour faire l'enrôlement. Un parti politique intelligent sensibilisera ses électeurs, son électorat, d'aller aux enrôlements, il se rassure et couvre ses arrières. Parce que quand on ne le fait pas, c'est à mon sens une politique de la chaise vide. Le jour où on arrivera que tout le problème que vous avez présenté, tous les contraintes que vous avez présentés ont été résolus, vous vous retrouvez sans électorat parce que vous avez décidé de boycotter l'enrôlement, pensant pouvoir mettre la pression, pensant pouvoir revendiquer quoi que ce soit. C'est pas à ces niveaux-là que ça marche. Aujourd'hui, je crois que dans le calendrier de la CENI, moi particulièrement, je l'ai dit et je ne cesse de le répéter, quand je regarde ce qui se présente en termes de base de la CENI, logistique, matériel, mais aussi juridique, je crois que le seul contrainte qui nous pose problème maintenant, ce sont les contraintes d'ordre légaux et le contrainte d'ordre politique. À ces stades ici, les différents textes qui devraient accompagner, il y a des textes qui traînent encore, notamment le texte sur la répartition de sièges, qui traînent encore le pas. Et ça, malheureusement, ce sont des choses à des natures à retarder le processus électoral. Ce que j'aime dans le vocabulaire de cette CENI-là, on est focus sur le délai et le respect d'ordre constitutionnel. Mais encore une fois, je vais répéter cette phrase, la crédibilité du processus vient en amont de la crédibilité des résultats. Et à ces stades ici, c'est important qu'à ces niveaux, nous puissions aplanir les divergences. C'est quoi le divergence? Sur le plan politique, on ne reviendra pas sur l'élection de Eni Kadima, ça c'est clair. C'est déjà passé. C'est déjà passé. Et aussi parce que moi j'estime que pour une fois,
au lieu de mettre simplement des clergés qui viennent apprendre sur le tard, on a quelqu'un qui a un background, qui connaît le processus électoral, mais maintenant le problème c'est au niveau de représentation. En 2006, on l'a fait avec le MLC, le changement des délégués. Quand le parti politique, qui sont partie prenante, qui sont les acteurs du jeu, ne se reconnaissent pas aux délégués, il est possible aujourd'hui que les forces politiques se mettent ensemble pour résoudre ces problèmes-là. À mon humble avis, si on résout ces problèmes-là et que chaque parti s'identifie à son délégué au niveau de la CENI, on aurait résolu le 70% de problèmes de contrôle et le problème de confiance qu'on peut avoir à ces bureaux-là. Mais malheureusement, on veut servir les mêmes recettes. Où on a un délégué du PPRD qui n'est pas reconnu du PPRD. On a un délégué de l'opposition, mais l'opposition dit celui-là, c'est pas nous qui l'avons envoyé. Alors on a déjà, comme vous venez de le dire, on a déjà sauté cette étape-là. Le calendrier a été publié. Mais le calendrier a été publié, oui. Il y a un bureau qui travaille, mais en termes de représentation, on peut aujourd'hui décider de pouvoir redorer l'image. C'est-à-dire essayer de voir est-ce que la représentation des délégués, des partis politiques, s'est fait conformément. S'il y a des gens qui ne répondent plus, qui n'ont plus de tandem avec leur formation politique, il est possible aujourd'hui de pouvoir le faire pour, j'ai envie de le dire encore une fois de plus, redorer le processus. Il ne faudra pas que nous plantons déjà le décor de la contestation, ce qui est un argument pour beaucoup de partis politiques, certains par manque d'argent, d'autres juste pour besoin de populisme. Ils savent qu'ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas d'argument pour aller aux élections. On prépare déjà la contestation, on dit, bon écoute, on justifie en fait leur échec, on a échoué parce que ces bureaux-là étaient déjà boutiqués, ces bureaux-là servaient la cause de tel. C'est la même recette qu'on nous sert régulièrement. Mais après la publication samedi, les contestations, c'est plus par rapport au réalisme de ces calendriers. Beaucoup disent que le calendrier n'est pas réaliste. Madame, est-ce que vous faites confiance quand même à la CENI? Je vous rappelle, depuis 2006, c'est le même discours. Elle dit, on publie, j'ai jamais oublié, je crois, Ngoïmoulouna, on publie un calendrier, on dit, non, pas un calendrier partiel, on veut un calendrier global. Malou. Il publie le calendrier global, il dit, c'est pas réaliste. Comprenons quelle nature de politique nous avons. Je vous ai dit ici que ça fait partie des éléments de langage. C'est-à-dire les éléments de langage traditionnels de formation politique. Maintenant, j'aimerais qu'on discute dans le fond. Quand on dit que ce n'est pas réaliste, à quel niveau ce calendrier-là n'est pas réaliste? Je vous rappelle. Par rapport au temps, timing, par rapport aux élections qu'on a couplées, ce ne sera pas possible. Oui, non, mais il ne suffit pas de nous dire par rapport au temps. Expliquez-nous schématiquement A plus B. Je vous donne un exemple. Pour les élections précédentes, je crois qu'on est parti sur une base d'un fichier déjà constitué. Mais pour les élections de 2006, ça a pris, je crois, 16 mois pour l'enrôlement. Aujourd'hui, avec le choix opté, avec le système technologique mis en place, on réduit de plus de 5 ou 6 mois. Ça veut dire qu'en déjà 7 ou 8 mois, on peut déjà avoir un fichier. Qu'est-ce qui nous empêcherait? C'est pourquoi vous verrez que la convocation du vote intervient au niveau du mois de juin. Pour la première phase, et puis le présidentiel couplé aux législatives et des responsables communaux interviennent vers la fin de l'année. Ça veut dire qu'il y a un calendrier. Quand vous voulez contredire un calendrier, amenez-nous des cas probants. Il ne suffit pas de dire il n'est pas réaliste, c'est subjectif. Je suis très ouvert. Il est normal dans ces contextes ici parce que est-ce que la CENI a eu des réponses aux contraintes présentées? Je doute. Cette CENI-là n'était pas favorable justement à la mutualisation en termes du processus d'identification et d'enrôlement. Mais malheureusement, la CENI ne peut rien parce que c'est le gouvernement qui finance, a décidé de faire d'une pierre deux coups. On ne peut pas aussi minimiser l'importance de pouvoir identifier la population. Mais cependant, à ces niveaux ici, je crois que si on veut discuter dans le fond, je veux que quelqu'un s'amène avec un argument clair. Il dit, voilà le timing reconnu pour l'enrôlement, voilà le délai pour la consolidation du fichier. À ces niveaux ici, est-ce qu'on a assez de marge pour pouvoir convoquer les scrutins à temps et avoir les résultats? C'est que de cette manière-là, vous pouvez, avec argument. Je suivis les différents contestataeurs. Je reviens à vous. Mais malheureusement, je crois que c'est comme je dis, j'ai aussi suivi, j'ai vu les différents débats. Ça reste trop subjectif, à mon sens. Non, pour vous, personne ne nous a apporté des arguments techniques valables pour nous dire que, au regard de ça, au regard du timing, il y a risque. Mais il y a des risques, oui. Mais les risques à ces niveaux ici sont d'ordre politique. Dans le sens où, est-ce que le gouvernement saura respecter les quelques pourcentages de son engagement qui restent pour que le chose soit fait dans le temps? À ces niveaux-là, mais avant de donner la parole à Walter Couille, Marc Gardy, mais au fait que la CENI elle-même, le président Denis Kadima, publie un calendrier et il présente les contraintes. C'est pas une façon de dire que, de se dédouaner, de dire qu'il sait que ça ne marchera pas, mais il publie quand même au cas où
ces contraintes ne seront pas résolues. Et voilà, moi j'avais publié, mais ça n'a pas tenu à cause de ça. C'est une thèse qui tient debout, mais moi je peux voir les choses différemment. Pour moi, c'est une façon de mettre la pression. C'est-à-dire que quand on est président d'une institution d'appui à la démocratie et qu'on se rend compte qu'on a des contraintes avec les partenaires financiers, dont le gouvernement, la meilleure des choses à faire, c'est pouvoir faire participer l'opinion publique. Parce que voilà, dans mes possibilités, je peux tenir les élections dans le délai, mais voilà à ces niveaux-là. Pour moi, c'est une forme de pression et non une façon de se dédouaner. C'est-à-dire, quoi de plus normal de dire à la population et rappeler aux politiques qu'on a la possibilité d'avoir les élections dans le délai. Ce qui nous réjouit, nous, parce qu'on estime que, après avoir passé le cap, justement, de cette alternance pacifique, qui doit tenir lieu d'une culture politique en RDC, maintenant, il faut aller vers le respect des exigences constitutionnelles, qui passera forcément par le respect de délai, mais aussi tenir les bonnes élections à ces stades-là. Je crois que pour moi, je vois les choses de manière où cette CENI-là fait la pression au gouvernement. Si vous estimez que c'est aussi une façon de se dédouaner, c'est possible aussi. Alors, c'est possible voir tel coup, ces calendriers réalistes ou pas, parce que déjà du côté de l'opposition, on rejette, on dit qu'il n'y a pas eu consensus, et que c'était du théâtre, on sait que ça aboutira pas. Je me demande quand l'opposition dit qu'il faut un consensus autour du calendrier, ça va se passer comment le consensus? Parce que le calendrier est élaboré par l'institution technique d'appui à la démocratie qu'est la CENI. Je ne pense pas qu'on devrait appeler l'ensemble des oppositions et puis venir proposer des dates pour la tenue des élections. Écoutez quand même le point de vue des uns des autres. La CENI a pris en compte, en se référant à la loi des lois, la Constitution, qui veut que toutes ces élections, particulièrement la présidentielle, soient tenues avant l'expiration du mandat du président, parce que en voyant le calendrier ici, je constate que le futur président va prêter serment le 20 janvier 2024. Donc c'est à peu près aux mêmes dates que ce fut le cas de l'actuel président de la République. Donc sur ce plan-là, on doit reconnaître qu'il y a avancé, il y a une lisibilité s'agissant de la faisabilité de ces élections, si on y met les moyens. J'ai aussi aimé une chose, l'organisation de l'élection des conseillers communaux. Ça sera une première, que nous allons voter les conseillers communaux. Mais la grande question maintenant, comment seront-ils gérés? Où vont-ils siéger? Je ne sais pas, parce que voyez-vous d'ailleurs nos députés provinciaux dans différentes provinces à l'intérieur du pays peinent à avoir des bâtiments pour faire régulièrement leur travail. Et s'il arrivait que ces gens-là soient aussi pris en charge par les trésors publics, ça va se passer comment dans un contexte où nous avons des députés provinciaux qui réclament pour certaines provinces 12 mois d'arriérés des salaires, pour d'autres 6 à 8 mois. Donc, l'autorité publique doit réfléchir sur toutes ces questions pour que nous ne soyons pas surpris après les élections de décembre 2023. Donc, on doit prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'à l'issue de ces élections, que les conseillers communaux, parce que je parle d'eux, nous savons que provinciaux et nationaux sont déjà pris en charge par le trésor public, bien que pour les provinciaux, il y avait des arriérés, comme je le disais. Mais pour les conseillers communaux, c'est le moment de penser à la budgétisation de ces gens-là. Le coût, est-ce que ça ne va pas peser sur le trésor public? C'est aussi bonne chose. Un autre élément ajouté, l'élection des Congolais en dehors du territoire national, je ne suis pas vraiment pour ça, parce qu'ils disent non, il faut respecter la Constitution, ils doivent voter. Ah oui, on a choisi 5 pays. S'il faut respecter la Constitution et que ceux qui sont à l'étranger doivent voter alors que tous votent, au cas contraire, on n'a pas aussi respecté la Constitution. C'est encore une période d'essai, on essaie avec 5 pays. Non, avec appliquer, on n'essaye pas d'appliquer la loi. Soit on l'applique, soit on ne l'applique pas. C'est toujours comme ça. On ne peut pas dire nous essayons d'appliquer la loi. Soit on se réunit, on met les moyens et on applique, on applique la loi. Si on n'est pas en mesure d'appliquer la loi, on trouve d'autres mécanismes pour expliquer, faire comprendre aux gens pourquoi on n'est pas arrivé. Parce que moi, je suis par exemple au Nigeria, j'ai besoin de voter. Vous n'avez pas à me priver le droit parce que vous dites qu'il faut essayer d'abord ceux de Congo-Brazzaville. Non, c'est le petit bémol. S'agissant aussi du consensus, comme le disait Mike Gardy, on ne reviendra pas sur le changement à la tête de la CENI. Par exemple, s'agissant de Denis Kadima, il vient des confessions religieuses. Tout le monde a suivi
tout ce qui s'est passé comme saga pendant le processus qui a conduit à son investiture ou sa désignation à la tête de la centrale électorale. L'idéal pour le moment, je propose aux différents acteurs politiques, surtout de l'opposition, ceux qui contestent encore, c'est de créer des mécanismes de contrôle citoyen pour s'assurer de la propriété électorale. Parce que aujourd'hui, s'ils ne sensibilisent pas leurs militants, le processus ne va pas s'arrêter. Il y aura bel et bien élection l'année prochaine ou l'année suivante. Mais selon le calendrier, c'est en 2023 qu'il y aura élection. C'est le moment de sensibiliser vos militants ou les militants ou l'ensemble de la population. D'ailleurs, la population va se sensibiliser. Pourquoi? Parce que cette opération est couplée, je crois, avec l'identification de la population. Je ne vois pas un Congolais dire que non, moi je soutiens Martin Fayoulou ou Moïse Katumbi, je ne m'enrôle pas, je ne voudrais pas avoir des pièces d'identité parce que les désidérata de Martin Fayoulou, Moïse Katumbi ou Vital Kamerhe ne sont pas pris en compte. Donc je ne vois pas ce Congolais-là. Je me rappelle, en son temps, en 2006, nous étions encore étudiants, en 2005, quand l'UDPS avait décidé de ne pas participer aux élections, moi je me suis fait enrôler parce que j'avais besoin de la pièce d'identité. Donc je pense que tout le monde ne suivra pas le mot d'ordre en cas de boycott. Il y aura des boycotts, il y aura des gens qui viendront se faire enrôler. Mais l'idéal est que les gens se mobilisent et que ceux qui doutent encore du processus créent des mécanismes de contrôle citoyen pour que le vote réponde aux aspirations réelles de la population, que l'urne parle, l'urne traduise ce que la population aura dit le jour de l'élection en 2024. Alors avec 2023. Tous ceux qui doutent, tous ceux qui rejettent déjà ces calendriers, est-ce qu'on ne voit pas là déjà des contestations après les élections de 2023? Ça sera comme les élections passées. Mike Diana l'a bien dit, à chaque cycle électoral, il y a toujours eu des contestations. Il a parlé du cas Malou Malou 2. Je me rappelle le jour où Malou Malou 2 publie le calendrier, on dit non, on réclamait d'abord que toutes les élections se fassent. Il publie un calendrier global, on dit c'est constipé. Donc comment ça va se passer avec toutes ces élections? Alors, quand il découpe, il y avait toujours des plaintes. Le vrai problème est que nous avons des acteurs qui ont peur aussi des élections, toutes tendances confondues, ceux qui sont à l'opposition comme ceux qui sont au pouvoir, parce que ceux qui sont au pouvoir ont la peur. Est-ce que je veux revenir? Est-ce qu'on va me réélire ou pas? C'est ça aussi la crainte. Ceux qui sont à l'opposition, généralement, pour la plupart, ce sont des gens qui n'ont pour seul métier que la politique. Ils se sont fait appeler depuis un temps opérateurs politiques. Et leur crainte, c'est de se retrouver encore au chômage pour plusieurs années. Et c'est ça la vraie crainte. Mais cela n'exclut pas qu'on puisse aussi corriger les erreurs du passé, tenir compte des erreurs et corriger. Les erreurs, on les corrige. C'est pourquoi il y a... J'avais condamné le processus, rappelez-vous, le processus qui a conduit à la formation de ce bureau et même au vote de la loi électorale publiée. J'ai dit que ce que le peuple voulait ou ce que l'opposition, même l'UDPS voulait en son temps, n'a pas été respecté. Par exemple, la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote ou au soir même dans chaque bureau de vote après l'élection. Ça n'a pas été pris en compte. Donc, assurer la crédibilité, nous sommes une société atypique. Quand on est à l'opposition, on veut une chose et quand on est au pouvoir, c'est tout autre chose. Donc, ce que l'on condamnait hier, une fois au pouvoir, on en bénéficie et on dit absolument rien. Raison pour laquelle il faut continuer de conscientiser les uns et les autres pour savoir que tous, nous recherchons, ou l'idéal, c'est que ce pays soit bâti, qu'il y ait réellement une vraie démocratie qui réponde aux aspirations de la population. Parce que c'est le système que nous avons choisi. Alors, on ne doit pas à chaque fois le torpiller. S'agissant des réclamations des oppositions, il y a un cadre de concertation en société civile et partis politiques et CENI. Je pense que c'est un cadre, à moins que ça ne soit pas du théâtre, mais si Denis Kadima et son bureau prendront en compte réellement toutes les propositions que l'opposition soumet pendant les différents échanges du cadre des concertations, là, je pense que les choses pourraient marcher. Mais je continue de dire que
le vrai problème ou la dernière clé, c'est s'agissant de la réclamation ou la contestation des élections. C'est la CENI qui garde tous les éléments. À mon avis, la loi devrait faire en sorte que quand quelqu'un vient contester, que la CENI apporte les preuves. Mais on dit non, que celui qui accuse vient apporter des preuves. Je parle d'un cas que je maîtrise bien. Je suis par exemple élu du territoire de Bwendé. C'est un territoire vaste avec plusieurs cours d'eau. On nous accorde 2 jours pour déposer la contestation. Je dois prendre ma pirogue, circuler partout là, ramasser les preuves et puis envoyer au bureau. Non. Comme toi, CENI, organisateur ou organisatrice, tu as tous les éléments. Si moi je viens contester, tout est en ligne. Présenter, c'est plus simple. Mais pourquoi cette clause a été élaguée de la loi? C'est ça mon inquiétude et c'est aussi ça la crainte de l'opposition ou des oppositions. Le processus sera crédible ou pas, c'est l'avenir qui nous le dira, mais l'idéal est que l'on quitte ce cycle infernal des contestations ou de crise de légitimité du pouvoir qui nous hante depuis les années 1960. Alors je reste à vous avec la mise en place de la territoriale. 24 heures après la publication du calendrier, il y a eu mise en place de la territoriale sur ordonnance présidentielle. De commentaires de partout, beaucoup voient un message des chefs de l'État à travers cette mise en place par rapport aux élections à venir. Je suis encore triste une fois pour cette mise en place dans la territoriale. Le constat et la conclusion est la suivante. Je commence par la conclusion. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas courtisan ou partisan d'un parti politique, jamais vous ne serez bourgmestre, athée, maire dans une ville. Je crois que comme il s'agit de la territoriale, on devrait, à mon avis, à la limite, laisser les fonctionnaires faire ce travail-là. D'ailleurs, avec mon jeune frère Serge Kandé, on a une excellente proposition. Le jour où l'un de nous sera député, ou si ce n'est pas l'un ou l'autre, on va faire endosser de ça par un député national pour faire en sorte que les administrateurs des territoires soient des fonctionnaires désignés par le ministère de l'Intérieur, parce que c'est la territoriale, et même si on descend à la petite territoriale. Pourquoi? Nous sommes une société très tribalisée. Si on ne fait pas un mélange, dans les années qui suivent, on aura beaucoup de difficultés. Pourquoi? Vous voyez aujourd'hui à travers différentes universités ou instituts supérieurs ouverts dans les provinces, quand vous voyez, je parle d'un seul exemple, je connais un aîné, un prof qui était secrétaire général académique à l'université de Lubumbashi, lui Edi Diofa. C'est quand cette histoire de l'élection des gouverneurs des originaires est arrivée que ce monsieur-là a été renvoyé de l'université de Lubumbashi pour rentrer chez lui à Idiofa. Aujourd'hui, un autre exemple que je connais, à l'université de Kolwezi, quand le Steve Mbika a été ministre, les gens ont marché parce qu'il y avait au sein du conseil d'administration des gens qui n'étaient pas originaires du Lualaba, c'était des gens du Haut-Katanga, qui devraient rentrer chez eux. Et c'est le cas dans presque partout. On veut, non, c'est à nous, il faut les originaires. Donc, même au niveau de la science, on a amené le tribalisme et c'est très dégoûtant. Alors que l'idéal pour les administrateurs de territoire, moi je veux que ce soit des fonctionnaires apolitiques qui travaillent, qu'on peut permuter, muter à tout moment. Mais ce qui s'est passé, c'est un autre visage qu'on a montré aux gens. Par exemple, toutes ces photos qui circulent à travers les réseaux sociaux, je ne sais pas, elles sont vraies ou fausses. Je me vois maintenant avec des technocrates de l'administration en train d'être gérés par des petits militants politiques qui n'ont rien fait, qui n'ont pour seul mérite que d'avoir couru, d'avoir chanté, d'avoir fait plusieurs réunions au sein des sièges des partis politiques. Et ils ont été récompensés. Voilà. Je ne doute pas de l'expertise ou de l'intelligence de certains, mais cette façon de faire créer à la limite le lit de l'enlisement de notre société qui a besoin de se relancer. Nous sommes un pays chantier, nous sommes un pays qui a besoin des intelligences. On n'a pas besoin de courtisans nécessairement pour faire avancer cette société. On a besoin des intelligences. Est-ce qu'on ne peut pas les piquer ça et là? Il ne faut pas, même pour le cas des entreprises publiques, on a fait la même chose.
Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, pour qu'un Congolais travaille pour l'État, doit-il toujours être membre d'un parti politique? C'est la question que nous devons nous poser tous. Alors, tout le monde doit adhérer dans les partis politiques pour prendre des fonctions ou gérer la société? Je ne pense pas. Même sous d'autres cieux, même ceux qui nous ont enseigné la démocratie ne l'appliquent pas comme nous appliquons. Comme à chaque fois, nous exagérons. Nous sommes pionniers en excès et malheureusement, cela ne nous avance pas. Alors, Gadi Diana, la nomination la mise en place de la territoriale, Félix Tshisekedi, selon certaines personnes, prépare déjà 2023. Il a placé ses hommes par-ci, par-là. Merci pour la question, mais avec votre permission, permettez-moi de faire juste une petite digression, revenir sur la question de la CENI, sur une question très fondamentale posée par Walter Couille, sur l'accès aux preuves et aux éléments justificatifs. Je me souviens, sur la nouvelle loi électorale, il est écrit explicitement que tout détenteur d'un mandat d'un parti politique a le droit d'entrer à possession de preuves dûment données par la CENI. Je crois qu'à ce niveau-là, cette question-là a été résolue. Mais au-delà de ça, la crainte de ne pas donner les preuves à n'importe qui, c'est la crainte de donner des éléments qui seront falsifiés et qui viendront s'opposer aussi aux éléments de la CENI devant le cours des tribunaux. Le problème, c'est le temps qu'on accorde. Oui, c'est ce que je dis. Dans le délai, dans le texte, le délai, je crois, ça ne dépasse pas 48 heures. Voilà. Dès lors que vous avez, vous êtes détenteur d'un mandat d'un parti politique, la CENI a l'obligation de vous transmettre les éléments. Mais, en droit électoral, je pense que la meilleure de preuves, ce sont de preuves collectées sur place. Puisqu'on donne la possibilité à chaque parti de détenir de PV après élection, de pouvoir suivre de très près. C'est pour ça qu'on leur donne la possibilité d'avoir des témoins. Je ne pense pas qu'ici, un parti politique arrivera aux élections et s'attendre à aller chercher les preuves à la CENI. C'est là où vous perdez du temps. Parce que quand on vous dit 48 heures, il y a aussi le besoin de pouvoir collecter. C'est-à-dire, vous êtes un parti politique. À quel niveau se situe le problème? Nous, on a un problème dans telle circonscription, dans telle province. Cette CENI-là a l'obligation d'aller dans ses archives, récupérer les éléments et vous le transmettre. Ce n'est pas un travail qui s'est fait en 1, 2, 3 minutes. Dans ce cas-là, si chaque parti politique devra compter justement sur la possibilité de la CENI va vous le donner. Mais vous l'aurez après un temps. Le meilleur de contrôle, un peu à la manière citoyenne comme il a dit, c'est d'être suffisamment présent dans le bureau de vote. C'est d'être suffisamment vigilant et d'avoir de témoins capables de faire du très bon travail. Et je crois qu'à ce niveau-là, la CENI s'est donné la possibilité de pouvoir éviter des histoires du genre « nous, on ne nous a pas permis de nous défendre, on ne nous a pas montré les preuves ». C'est vrai que le droit évoque autre chose, c'est à celui qui accuse de porter les preuves, mais seulement dans les questions électorales, pour des besoins d'équilibre et d'équité, cette CENI-là a désormais, avec la nouvelle loi électorale, l'obligation de vous donner les preuves. Mais revenons sur la mise en place de la territoriale. Je comprends le besoin de dire on doit laisser l'administration gérer justement les territoires. C'est une très bonne chose, surtout qu'on a régulièrement et chaque année des lauréats de l'ENA qui sortent et parfois on ne sait même pas où les orienter. Mais il y a une maladie qui tient presque lieu d'une culture, c'est que le pouvoir central, quoique vivant dans un État décentralisé, a encore la mentalité d'un pouvoir centralisé. Je m'explique. La difficulté avec le pouvoir central, c'est de vouloir avoir la main mise sur chaque entité, sur chaque territoire, sur chaque politique. Je prends un exemple. Je suis de ceux qui saluent très bien le projet 145 territoires. C'est, à mon humble avis, le seul projet qui reflète justement ces soucis-là de la décentralisation, qui rapproche justement l'action du gouvernement vers la base. Mais dans la méthodologie, comment cela se fait? La seule possibilité de résoudre ces problèmes, c'est que justement à ces niveaux-là, qu'on organise des élections, qu'on trouve un moyen de faire participer la population, de choisir librement les administrateurs des territoires, notamment le bourgmestre. Il n'y a pas meilleur qu'élection. Mais encore, bémol, quand on est dans une politique centrée, on trouvera de mécanismes pour pouvoir avoir des délégués qui nous représentent. Pourquoi? Parce que le politique congolais a justement cette tendance, cette manie de dire le pouvoir ou encore la gouvernance est une action collective. J'ai besoin d'avoir un bourgmestre qui adhère à ma vision pour finalement apporter les réponses aux problèmes soulevés non seulement pendant mon élection, mais aussi pendant mon quinquennat. C'est une phrase dotée de sens,
mais il y a un problème au niveau de la sélection des hommes. Cette phrase-là est correcte, mais elle est exclusionniste aussi. Je peux ne pas être de ton parti politique. Je peux être de l'autre côté, mais au regard de l'action que vous voulez porter, puisque moi je connais bien les besoins de la province, puisque j'ai de l'intelligence et la matière, je peux vous aider. C'est pourquoi vous verrez, il y a la notion des alliances et de la collaboration. Quand vous allez dans des États développés, les partis politiques, vous verrez que dans la composition, il n'y a pas que de gens venus de ces partis-là. Après l'élection, en fonction du programme on regarde, dans les autres groupes, qui sont des gens qui ont de visions presque similaires à nous, avec qui on peut se mettre d'accord et trouver des compromis et faire ensemble. Sur la question de communes, des gens qui ne savent pas que les communes-là sont dotées d'une autonomie de gestion, peuvent engager des politiques avec les autres partenaires comme FMI et Banque mondiale et apporter des projets de développement. Qu'ils viennent d'un parti politique ou qu'ils viennent d'ailleurs, ils ne feront rien. Le problème, c'est qu'il doit y avoir des vraies sélections quand on veut aller vers la commune. Je crois que quand je veux, en tant que chef d'État, je veux signer des ordonnances, on me présente des listes et des candidats, on organise des séances en interne, que chacun défende, qu'il me dise qu'est-ce qu'il a comme vision, comme politique pour la commune. Ne serait-ce qu'à ces niveaux-là. Aujourd'hui, légalement, je crois qu'à défaut d'élection, il a tout le pouvoir de pouvoir désigner des gens qui vont apporter des réponses à des questions soulevées quotidiennement. Mais le problème, c'est que comment on le sélectionne? Donc, il vient des partis politiques, pas de problème. C'est devenu presque un schéma politique chez nous. Mais le problème, c'est que comment vous le sélectionnez? Et ça a de l'impact sur les résultats? Ça aura de l'impact parce que vous aurez un bourgmestre qui va arriver. Il va identifier d'abord les marchés, les différents centres économiques, et combien il paye en taxes là-bas, qu'est-ce que ça fait entrer. Il dégage son quota et ça marche. Voilà, il se la coule douce. Un samedi, vous le verrez, il prend 2, 3, 4, 5 jeunes avec des pelles et autres. On va à Salongo, on va un peu balayer, on va prendre la saleté, on va mettre dans le caniveau et puis on va partir. Le lendemain, on viendra sortir, on les laisse dehors et puis on part. Il y a absence totale de la politique parce que aussi, même quand on est allé dans la dynamique justement de la décentralisation, on est parti sur des bonnes bases. L'intention, c'était on s'est rendu compte que le Congo est un pays continent. Autant, à défaut de ne pas tomber dans le fédéralisme, décentralisons pour que finalement l'action commence au niveau de la base. Mais quand vous voulez le faire, la meilleure des choses à faire, c'est d'identifier, définir une politique générale sur quoi celui qui arrive comme étant bourgmestre se repose sur un tableau de bord déjà défini, et lui, en tant qu'administrateur, en tant qu'autorité, apporte des réponses. Par contre, je n'ai pas vraiment très bien jeté l'œil. Il existe un PNSD, un programme de développement, mais dans ces programmes-là, il y a eu une faiblesse même en termes de réflexion sur la politique des entités territoriales décentralisées, particulièrement les communes dans les grandes villes. Il y a eu une réflexion, oui, mais la réflexion n'est pas très poussée. Ce qui fait que vous nommez quelqu'un qui n'était qu'un militant. On ne sait même pas s'il est lucide, qu'est-ce qu'il avait fait comme formation, il arrive. Même quand tu arrives dans une entreprise, j'ai été sous-directeur, je deviens directeur, il y a ce qu'on appelle le job description. C'est-à-dire, on me dit ce que l'entreprise va faire. Alors, sur le terrain, il définit les targets. Il faudra qu'à ce niveau-là, qu'on intègre cette dimension managériale dans la politique, parce que nous sommes un État en reconstruction. Il faudra que celui que vous nommez vienne avec ce sentiment d'accomplir des résultats sur base de targets définis. Alors, et ça, à défaut d'avoir dans les textes que le chef d'État qui a pris sa main pour nommer ces gens-là doivent exiger cela de gens. Donc, on donne raison à ceux qui disent que c'est pour préparer les élections de 2023 qu'on a placé des gens par-ci, par-là. Quand vous dites, c'est parce que vous avez évoqué un problème d'expérience. Quand vous dites, il faut préparer les élections, je me demande comment. Moi, je pense plutôt, si vous voulez que je sois honnête, c'est une forme de récompense. Ils ont combattu avec nous, on est à la fin du premier mandat, on va leur laisser quelque part aussi, ils vont avoir le temps de prouver aussi de quoi ils sont capables, ou avoir le temps. Mais c'est remplir les poches. Se remplir les poches, bon, peut-être, mais je vois mal quelqu'un qui a envie de se remplir les poches dans une commune. Si tu es à Maluku, ok. À Maluku, oui. Si tu es à Limete, ok. À Gombe, à Lingwala, il y a plein de boutiques. Il y a toujours Alors, nous arrivons déjà à la fin, le temps de placer un mot par rapport au processus de Nairobi, qui reprend le 3e round. On signale déjà que nous sommes arrivés à la fin, le 3e round. Quelles sont vos attentes
Parce qu'il y a eu Nairobi, 1, 2, 3 aujourd'hui, il y a des processus de Luanda, mais sur terrain, les résultats n'est pas satisfaisant. Je crois qu'à ce stade ici, s'il y a des gens qui doivent avoir des attentes, c'est les autres. Nous, on a suffisamment épilogué sur notre position. Et j'ai prié que le Congo reste droit sur ses bottes. Et qu'aujourd'hui, au regard de l'approche belliqueuse utilisée, avec quelques avancées qu'il y a eu dans les discussions et dans la mise à lumière des différents tireurs de ficelle, je crois qu'à ce stade ici, ce n'est pas à nous de faire évoluer notre position. Ce que nous, on veut, on le connaît et le monde le sait. Le Congo a déjà fait des compromis dans l'intention de pouvoir avoir la paix. À force de ne pas être écouté, c'est ce que j'ai dit toujours, je n'ai jamais cessé de répéter, pour que finalement on aille des négociations d'égal en égal et que les autres nous prennent au sérieux, il faut qu'on active l'approche militaire. On l'a fait, ça a certes évolué, mais il y a encore deux choses à faire. Pour moi, on doit rester droit sur nos bottes. On met fin à ça ou nous, on va faire la guerre. Il n'y a pas midi 14h. Tous ces dialogues, ça ne sert à rien. Non, le dialogue, ça sert à quelque chose. On va pour dire, bon, écoutez, à ce stade ici, vous connaissez ma position. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que votre position a évolué? La guerre se mène toujours aux côtés avec la diplomatie. Mais le problème, c'est que dans les positions qui sont les nôtres, je n'estime pas qu'aujourd'hui, il faut faire évoluer quoi que ce soit. On n'est pas encore à l'étape de pouvoir faire des compromis du genre, aller dans des accords et autres. On a suffisamment dit, on a suffisamment signé d'accords, on a suffisamment fait profil bas avec les autres, qui malheureusement s'en sont moqués. Maintenant, je crois que l'option militaire reste l'option irréversible. Si on ne veut pas mettre fin à cette aventure de M23, si on ne veut pas mettre fin justement à cette prédation avec la complicité des autres, à défaut de ne pas faire la guerre, parce que si on va faire la guerre au Rwanda, on perdra notre raison, on dira, ah ok, c'est une minorité que le puissant Congo va... Non, on va mener la guerre sur notre sol. On va vous prouver qu'on est capable de pouvoir sécuriser notre sol d'abord. Qu'on met d'abord en dehors de notre sol tous les éléments gênants, le groupe armé, et après maintenant, si vous voulez, venez négocier avec un État qui occupe et qui gère l'ensemble de son territoire. Merci Madame, je termine avec Walter. Oui. Permettez-moi, je le rappelle au ministre des Affaires étrangères qui est là-bas, à la délégation de la RDC, à ce stade ici, c'est à nous de voir à quel niveau les autres sont prêts à faire des compromis. Parce que nous, on en a suffisamment fait. Depuis des années, à ce stade ici, nous, on a besoin de la paix et ça ne se négocie pas. Sinon, si vous retombez dans le revers de vouloir négocier, tout ce qu'on aura fait jusqu'à aujourd'hui sera vain. Et à ce stade ici, voyons ce que les autres ont à proposer. Alors, on regarde les résultats, Waterkouille, des résultats ou de la réaction du M23 après le processus de Luanda. Que vaut encore ces différents dialogues pour amener la paix? Je recommence d'abord. Bon, Mike a presque tout dit. Je voudrais vraiment que l'on puisse cristalliser la dernière résolution de l'Assemblée nationale s'agissant de la non-intégration de ces bandes armées au sein de nos forces armées et services de sécurité. Donc, il faut que ça soit clair. On doit cristalliser cette résolution pour que l'on ne recommence pas avec les bêtises passées. Donc, nous avons encore cette possibilité de continuer avec la pression militaire parce que c'est le régalien. Personne ne peut nous dire que vous ne pouvez pas assurer la sécurité de votre territoire ou de vos frontières. Au-delà de la résolution de Luanda et ce round d'une discussion à Nairobi, il faut impérativement que les M23 quittent le territoire congolais, soient cantonnés et que les mandats d'arrêt internationaux contre les leaders de ce mouvement terroriste soient réactivés. Parce que depuis longtemps, le gouvernement a commencé à appeler ces gens qui sont sous-traités par les Rwandais comme terroristes, mais le gouvernement n'a jamais réactivé les mandats d'arrêt internationaux qu'il avait gelés depuis un temps. Il faut qu'on puisse dégeler ces mandats d'arrêt, que ces gens sachent qu'ils ont affaire avec la justice, aussi bien nationale qu'internationale. C'est de cette façon-là que nous nous ferons respecter. Nous devons respecter notre agenda à nous et pas subir la pression des autres, que ce soit de la communauté de l'Est, que ce soit SADC, CIRGL ou même Union africaine. Ce pays a tant souffert depuis des années, c'est depuis presque 94 que cette région-là
est en proie à des actes de violence, pillage, viol, vol, il faut qu'on mette un terme une fois pour toutes. Nous ne nous ferons respecter que sur le plan militaire, nous arrivions à battre ces rebelles du M23. Mais si on ne se focalise que sur des échanges, des paroles, je ne crois pas que ces gens vont baisser leur drapeau au regard des ambitions qu'ils ont. Ambitions bien sûr sous-traitées par Paul Kagame qui a ses tentacules ici en République démocratique du Congo. Il revient à notre diplomatie de faire en sorte que notre position reste ferme. Et à l'armée, il faut des moyens, il faut encourager ceux qui se battent pour nous pour que, une fois pour toutes, les FRDC arrivent à vaincre l'ennemi qui est le Rwanda, qui sous-traite le M23. Donc, vous voulez dire qu'il n'est plus question d'un 4e round pour des dialogues avec les groupes armés? Les groupes armés qui sont en Nairobi, ce sont les groupes armés nationaux qui ont accepté volontairement d'intégrer ce processus. Et dans ce groupe, il y avait aussi le M23 avant qu'il ne quitte et relance avec les hostilités. Le principe, c'était, vous venez, vous ne relancez pas les hostilités. Ceux qui ont adhéré à ce processus, ce sont ceux-là qui se retrouvent à Nairobi aussi. C'est la condition d'ailleurs donnée au Rwanda. Si tu veux réintégrer le processus, tu mets un terme à la guerre. Mais le M23 n'a pas voulu entendre et il a continué avec les hostilités jusqu'à capturer Kiwanja. Et raison pour laquelle j'insiste sur la pression militaire, bien que les avions qui ont opéré quelques jours, on ne les entend plus, nous ne savons pas, ils sont en réparation ou en entretien. Mais l'idéal, à mon avis, j'ai toujours dit qu'il faut les vaincre sur le plan militaire si nous voulons nous faire respecter. Entre-temps, il y a un autre mouvement qu'on a annoncé naître là-bas. Tous ces mouvements, qui qu'ils soient, il faut les vaincre sur le plan militaire si nous voulons que cette nation soit respectée. Si on n'arrive pas à les vaincre sur le plan militaire, ils vont continuer à tergiverser et cela ne nous arrangera pas. Merci Walter Kouy, merci à Mac Gardidiana, merci à nos fidèles téléspectateurs et auditeurs de la Radio Liberté Kinshasa. C'est la fin de Kiosque d'aujourd'hui. Merci à l'équipe technique. Nous nous retrouvons demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir. Au revoir.